Olá a todos, bem-vindos. A gente está muito feliz de estar aqui na 10ª edição, começando a celebração dos nossos 10 anos do festival. E para honrar essa data tão especial, a gente vai contar com um debate junto com a parceria da Embaixada da França e o festival, uma parceria de muitos anos. E a gente vai contar aqui com profissionais de ponta de referência internacional, tanto do Brasil quanto da França. Então, convido a todos para ficarem conosco aqui, podem compartilhar. Esse debate vai ficar gravado para todo o tempo eterno aí dos nossos metaversos e das nossas realidades. Bem, queria só também informar que o festival vai ficar online até o dia 12 de dezembro e que seguiremos em 2022 várias atividades itinerantes, não só em Brasília, como no Brasil e em outros países também. Então, fiquem conosco. Bonjour à tous. C'est un énorme plaisir de pouvoir compter avec la participation de Damien Angir et Guillaume Lucas et Mariana Brecht. C'est pour nous très spécial pour commencer notre édition virtuelle de Festival Curta Brasilia. C'est la 10e édition de notre festival. Et ce débat qui thème des métaverses et la co-réalité, co-création des réalités. Oui. Oui. Mariana, s'il vous plaît, restez avec notre team, notre invité très spécial ici, de Paris. Et on reste avec vous. Et merci, un énorme merci pour tout et pour l'équipe de festival aussi. Merci Anna. Merci. Alors, bonjour, je m'appelle Mariana Brecht, je vais être la médiatrice de ce débat. Je suis narrative designer en réalité virtuelle, j'ai notamment coécrit et réalisé les designs de narrative de The Line, une expérience qui a été pas mal primée, une jolie expérience, et aussi de Yuki, qui vient de gagner les prix de meilleur jeu en réalité virtuelle à Raindance. Et je travaille depuis presque 3 ans dans le domaine de la réalité virtuelle chez Arvore, une société brésilienne. Et c'est un plaisir immense de faire partie de ce festival qui est très, très innovateur au Brésil, le Festival Curta Brasilia, et aussi de recevoir des super invités pour parler d'un thème dont on parle souvent, mais je pense que c'est bien de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit, les métaverses, parce qu'on parle, surtout en 2021, on en parle beaucoup, mais il y a plein de définitions. Je pense qu'on est tous un peu confus. On a besoin des définitions plus claires données par des professionnels de ce domaine. Donc, c'est un plaisir immense de recevoir Damien Angir et Guillaume Lucas pour parler du sujet et je vous invite à vous présenter. Merci Mariana. Et merci au Festival Curta Brasilia. Nous sommes très heureux de participer à cette discussion avec vous. Guillaume et moi-même, nous sommes 2 membres fondateurs de la société qui s'appelle Hervé. Hervé, ça s'écrit comme le prénom Hervé. Et ça reprend les 2 lettres de réalité virtuelle Hervé. C'est l'origine de notre nom de société. Hervé existe depuis maintenant 5 ans. Nous avons créé la société avec plusieurs autres amis autour de cette question et de ces technologies de réalité virtuelle. Et il y a 5 ans, lorsque nous avons commencé à travailler, la réalité virtuelle était en train de se développer. Ce n'était pas une émergence, mais c'était en plein développement. Et à cette époque, nous avons tous ensemble senti que la réalité virtuelle allait faire partie des nouveaux tissus économiques et culturels de nos environnements au quotidien. Et donc, nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure et de créer cette société Hervé. Nous travaillons aujourd'hui essentiellement sur l'accompagnement au développement numérique, c'est-à-dire qu'on va accompagner différents types de clients sur leur transformation grâce et avec les outils immersifs que sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte et le métaverse aussi. Maintenant, ça fait partie.
on va dire, des technologies qu'on utilise. Alors, on travaille pour des gouvernements, des ambassades, on travaille beaucoup dans le domaine de la culture, hein, pour les instituts français, on travaille également pour des musées, on travaille aussi en B2B, on va travailler pour des groupes industriels, on va travailler sur de la formation, on va concevoir des outils, on va concevoir des programmes, on va réaliser des films aussi en réalité virtuelle. Donc, nous avons toute une palette de connaissances et de savoir-faire que nous avons pu acquérir durant ces 5 années. Et toutes ces connaissances, on les met au service de nos clients pour les accompagner dans leur développement. Voilà, on va dire qui nous sommes aujourd'hui. Nous sommes 6 associés, à peu près une quinzaine de personnes en ce moment en interne, hein, travaillent avec nous, collaborent avec nous directement. Et puis voilà, on est très occupés en ce moment parce que les dernières années ont été très productives sur nos technologies. Voilà. Par rapport au métaverse, pour continuer sur cette idée du métaverse, puisque c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, pour Hervé, en fait, le métaverse, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille avec ces technologies-là. En fait, le métaverse, c'est une composante des différentes technos qui rassemblent les technologies immersives. Et on a déjà accompagné des clients sur des événements hybrides, c'est-à-dire que il y avait autant un événement réel qui pouvait avoir lieu comme un salon, hein, en l'occurrence, et puis nous avions recréé dans le métaverse, en tout cas sur une plateforme, un monde, un univers qui était une copie réinterprétée de ce lieu où les gens pouvaient aussi venir participer à l'événement. Donc, c'est déjà un mode que l'on utilise, un mode technologique que l'on utilise depuis quelques temps, puis qui, bien évidemment, en ce moment, il y a une envolée de ce terme métaverse, puisque depuis qu'un très grand groupe de plateformes sociales a communiqué énormément, eh bien, c'est devenu la techno à connaître, à savoir, il faut y être, mais qu'est-ce donc? Mais tant mieux, on va dire que tant mieux, cette lumière permet aussi d'accélérer les choses, permet de créer aussi voilà, ça met beaucoup plus de mise en œuvre, ça s'accélère, et puis ben, tant mieux pour les technologies, tant mieux pour le développement de ces technos. Super, Voilà. merci beaucoup. Et avant de rentrer dans le dur du sujet du métaverse, j'aimerais aussi savoir quel est votre rapport avec le Brésil, en fait. Enfin, comment ça se fait que vous êtes ici, invité par le Festival Corte Brasilia? Alors, on a une histoire très, très singulière, mais en même temps très, très sympa avec le Brésil, puisque le festival Curta Brasilia et l'ambassade de France nous a sollicité il y a 2 ans pour l'édition numéro 8 pour venir encadrer une formation, enfin un atelier, un workshop d'1 semaine avec des réalisateurs et des techniciens brésiliens à Brasilia pour réaliser des courts-métrages en réalité virtuelle. Et donc, Hervé s'était déplacé, on est venu à Brasilia, on a eu cette chance incroyable de venir tourner des courts-métrages dans l'architecture Niemeyer. Enfin, c'était complètement incroyable, en tout cas pour nous, c'était une grande chance. Et puis, cette première collaboration est venue à donner lieu aussi à des rencontres dans d'autres villes avec des bibliothécaires, des gens qui sont sur la transmission culturelle. Et de ce premier voyage, nous avons gardé des liens et nous avons, cette année, par exemple, de recommencer ce type de formation, alors sans la partie tournage, mais nous avons, Hervé, transmis les clés pour fabriquer des petits films en réalité virtuelle à des bibliothécaires, des enseignants, des responsables de festivals aussi. Et puis, ça a permis de créer des formations pendant 1 mois en visio avec 3 villes au Brésil simultanément. Donc, on était dans des échanges pendant 1 mois cette année avec voilà, la France et le Brésil. Et ça a été extrêmement positif. Et puis, voilà, 2 ans plus tard, nous avons toujours cette chance d'échanger avec le festival Curta Brasilia que nous apprécions beaucoup.
Voilà. Super, c'est très sympa. Et est-ce que vous pouvez, enfin là pour commencer à en parler un peu plus du métaverse, est-ce que vous pensez que ces types d'échanges peut être aussi possible de façon dématérialisée dans le métaverse? Et quelles sont pour vous les promesses du métaverse en fait? Guillaume, tu C'est veux… pour me présenter. Ouais. Bonjour, je suis Guillaume, donc je suis le président d'Hervé. On est une petite structure, donc je suis président d'une structure qui est relativement modeste. Je pense qu'on a un très bon exemple de ce qu'est le métaverse, même dans le projet de Curta Brasilia, parce que je viens d'entendre des choses qui sont hyper intéressantes. On parle d'art. L'art, c'est souvent là qu'on écrit la grammaire, même dans les technologies. On parle de travailler ensemble à l'occasion de la réalisation d'un film de réalité virtuelle ou d'expérience de réalité virtuelle. On se rencontre aujourd'hui dans un univers qui est virtuel, en fait. Hein. Zoom, ça reste virtuel. On fait des projets ensemble et on s'interroge sur ce qu'est la réalité. Je pense que là, on a donné les bases de ce qu'est notre société et de ce que peut être le métaverse, en tout cas à quoi il sert. Donc, Hervé s'est positionné dans la réalité virtuelle pour avoir un regard sur la digitalisation, la numérisation, tous ces mots dont on entend beaucoup parler, et puis peut-être pour s'interroger sur ce phénomène. Est-ce qu'il faut tout numériser, tout digitaliser? Est-ce qu'il faut vivre sous forme d'avatar? Certainement non. Par contre, est-ce qu'on a intérêt à se poser la question de… Oui, nous, c'est ça qu'on propose. On se dit, et si on numérisait, et si on digitalisait, et si on se posait cette question de la virtualisation pour tout, y compris pour l'art. Et qu'est-ce qui ferait que ça pourrait devenir intéressant pour les rencontres? Qu'est-ce qui fait que ça peut devenir intéressant pour la pratique de son art ou de sa connaissance ou de ses compétences? Et pourquoi ne pas y réfléchir plutôt que de le subir? C'est ça, pour nous, la réalité virtuelle. La réalité virtuelle est une excuse pour se poser des questions, est une excuse pour se rencontrer, est une excuse pour créer ensemble, est une excuse pour transformer ses savoirs dans des projets, des objets, des rencontres. Et c'est ça qu'on cherche. Donc, qu'est-ce que le métaverse aujourd'hui? C'est la volonté probablement peut-être de maîtriser ou de vouloir comprendre d'autres mondes. Donc, on est en train de créer d'autres mondes. Si on devait définir le métaverse d'une manière simple, c'est la création d'autres mondes et la recherche de nouvelles interactions. C'est ça le métaverse. Comment ça se concrétise? Par la réalité virtuelle, oui. Et pourquoi on fait de la réalité virtuelle? Justement pour aller vers ces échanges, ces interactions. Et on se pose cette question aussi de la réalité virtuelle pour renforcer le réel. Donc c'est vrai que nous, on n'est pas très inquiets avec le métaverse. Ça a pris un mot peut-être un peu nouveau. On le construit parce que c'est vrai qu'on est capable de faire des environnements, des films, des rencontres virtuelles. Et on est capable, elles sont stockées quelque part, elles sont vues, elles sont conservées dans l'imaginaire. Donc voilà, pour nous, le métaverse, c'est avant tout des rencontres et la création de relations en utilisant certes des technologies qui sont disponibles aujourd'hui. C'est super. C'est une très belle réponse, merci. Et ça m'a fait penser au Festival de Venise de 2021 et aussi 2020. Et enfin, c'est un super festival et j'ai toujours eu envie d'aller à Venise voir les expériences en réalité virtuelle, mais bon, j'ai jamais eu l'occasion. Et en plus, ce serait un bilan carbone énorme d'y aller pour un festival d'une semaine. Enfin, j'avais aussi cette préoccupation. Et là, il y a 2 ans, je peux fréquenter les festivals et je peux voir toutes les œuvres de façon dématérialisée. Je peux aller sur la place de Venise, je rencontre des gens et je rencontre des créateurs et enfin, c'est super chouette. Du coup, pour moi, c'était une superbe expérience. Et en plus, enfin, je suis à São Paulo maintenant. Et les Covid au Brésil étaient très, très, très violents. Du coup, on a dû rester isolés, chacun chez soi. Et il y a des collègues de travail que j'ai rencontrés par les biais de la réalité virtuelle dans les métaverses. Et c'était chouette aussi. Enfin, c'est une façon beaucoup plus concrète de rencontrer quelqu'un que sur un écran Zoom, finalement. On voit les mouvements du corps, on voit un 3D. Et c'était super. Mais j'ai dit tout ça, en fait, pour introduire une autre question qui est, est-ce que vous voyez peut-être des risques ou des dangers dans le métaverse? Ou des choses à laquelles il faut faire attention? Je pense que tu viens d'évoquer des choses essentielles qui touchent, je prends des notes en même temps parce que c'est des points qui sont clés. C'est vrai que
dans le métaverse, donc il faut imaginer que c'est de l'immersion, le métaverse. On va expliquer peut-être un peu plus ce que c'est ou quel aspect ça peut prendre, puisqu'on a besoin de visualiser les choses. Mais c'est vrai que quand on participe à une expérience en réalité virtuelle, hein, que ce soit en tant que personne ou différemment, il y a un côté immersif. Ce que tu viens d'évoquer, Mariana, c'est la notion de présence. On a l'impression d'y être. Et du coup, on a tellement l'impression d'y être qu'on peut aussi y rencontrer d'autres personnes. Et c'est le cas. On peut voir un verre sur une table. Quand on quitte la pièce, on se rappellera qu'on a vu un verre sur une table. Donc, on peut rencontrer, apprendre. Ça marque l'esprit. Donc, ce phénomène-là, il est clé, c'est la présence. Et c'est vrai que quand je suis, on va dire, envahi d'une expérience, je ne peux pas forcément faire du portable. Je suis vraiment dans l'expérience. Ce qui est peut-être la différence de ce qu'on est en train de faire ici. Donc, c'est un point clé puisque on a toute notre attention et on peut rencontrer des gens. Ça, c'est un premier point. Et c'est vrai que c'est assez magique. Nous, la première expérience qu'on a faite, moi, j'ai vu un film, on était avec Damien il y a 6 ans, on a vu un film avec une personne à Moscou dans une salle de cinéma, une personne en Californie, et on se parlait. Alors, nos têtes, c'était des marguerites, parce qu'il n'y avait pas encore d'avatar, donc c'était des fleurs, hein, enfin, c'était un avatar. Et on pouvait discuter avec quelqu'un à Moscou, quelqu'un en Californie, en regardant un film dans une salle de cinéma virtuelle. Quand même. Et on a vu le film ensemble. Alors, c'était un petit film. Donc, c'était une expérience à part entière. Alors, est-ce qu'on a gardé contact avec Igor et John? Peut-être pas, mais c'est une chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vécu quelque chose ensemble. Et moi, je me rappelle du film. Donc oui, on peut vivre des choses. Et c'est certainement ça qui fait que pour tout ce qui touche à la culture, pour tout ce qui touche à la connaissance, pour tout ce qui touche à la formation, ce sont des choses intéressantes, évidemment. Après, on peut quand même mettre un bémol sur le côté carbone. Tout ça est stocké. C'est vrai que ça a l'air magique, mais c'est vrai que tout ça nécessite des ressources techniques et informatiques. Et souvent, ce sont des ordinateurs, des serveurs qui nécessitent d'être refroidis et qui nécessitent du coup de la consommation électrique. Donc, c'est des questions qu'on se pose et c'est des choses qu'on cherche à évaluer. De la même manière qu'aujourd'hui, d'un point de vue carbone, ça peut poser un problème d'avoir des emails qu'on stocke et de ne pas faire le ménage dans sa boîte aux lettres. Et bien, le métaverse aussi crée une consommation de ressources. Donc, faisons attention parce qu'il faut qu'on… Donc, pour répondre à ta question, Mariana, c'est effectivement un des risques aujourd'hui, c'est que ça a l'air… on voyage moins, on brûle moins d'essence pour les avions, du kérosène, mais on voyage quand même. Il y a quelque chose qui voyage. Il y a de la donnée qui voyage, il y a de l'image qui voyage, il y a des textes, des vidéos, des sons, et tout ça est stocké quelque part. Et c'est stocké généralement sur des ordinateurs, et ces ordinateurs, il faut les refroidir. C'est comme ça que ça marche. Et pour refroidir les ordinateurs, il faut consommer l'électricité. Donc, il y a un impact carbone auquel on peut faire attention. Il y a des projets aujourd'hui qui arrivent, et nous-mêmes, dans nos environnements métaverses, on a prévu, j'espère qu'on va le faire cette année, de mettre une notion de notre empreinte quand on est dans le métaverse. Donc ça, c'est un sujet qui nous semble important. Après, sur les risques, au tout début du métaverse, qu'on n'appelait pas encore le métaverse, il y a la possibilité de vivre dans un autre monde sous une autre forme. Il y avait un peu l'équivalent du darknet. C'est-à-dire, il y a l'Internet et il y a aussi le darknet. Et ben, dans le métaverse, il y a aussi des endroits virtuels, il n'y a pas de règles, où il y a des choses qui s'y passent, j'ai envie de dire, même si c'est virtuel. Donc, il peut y avoir des lieux, des endroits, des pratiques qui sont peut-être exploratoires, mais qu'on ne maîtrise pas. Et il peut y avoir aussi une consommation sur les ressources qui peut être importante. Donc, ce serait peut-être les deux. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, on n'a pas peur d'arrêter les relations. On pense que ça les renforce, les interactions. On n'a pas peur d'arrêter l'art et la culture. On pense que ça les renforce, puisque ce n'est qu'un autre média. Et on n'a pas peur de ne plus se rencontrer, parce qu'on sait très bien que boire un verre dans un bar au Brésil, ce n'est pas la même chose que faire une table ronde sur Zoom. On a envie de venir au Brésil. Ouais. L'année prochaine, qui sait, voilà. On espère. Le message est passé. Anna, j'espère que tu notes. Pas de crainte particulière sur le métaverse. Le métaverse, on le crée et surtout, nous, on se demande à quel point on veut y aller ou pas, à quel point c'est judicieux d'y aller ou pas et à qui ça sert. Si ça sert,
on peut se réinventer grâce à ce nouveau média. On peut créer plus d'interactions grâce à ce nouveau média. On peut voir des expos qu'on n'aurait jamais vues grâce à ce nouveau média. Donc, il y a plutôt un renforcement des interactions, peut-être une multiplication des interactions et la conviction que le réel doit continuer. Mais c'est vrai qu'on a une volonté peut-être de se saisir de ce nouveau média, de se saisir de ces nouvelles technologies. Et la preuve en est que ce sont souvent les artistes qui se saisissent de ça parce qu'eux n'en ont pas peur. Eux le prennent comme un nouveau terrain de jeu. Et eux écrivent la grammaire. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, nous. C'est que, comme il n'y a pas de limite dans l'art, il n'y a pas de limite dans l'interprétation et l'utilisation qu'on va en faire. Et ce qui se passe là, en ce moment, avec ce qu'on appelle le métaverse, c'est que, il y a d'autres secteurs, d'autres activités, d'autres personnes qui comprennent et qui voient le potentiel et qui s'en saisissent. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est que là, on a une population plus large qui est en train de se saisir à cause du Covid, parce qu'on se rend compte qu'avant, on disait c'est un peu, jamais je vais acheter une paire de chaussures sur Internet. Il faudra que j'aille dans un magasin. Ça, on se disait ça il y a 10 ans. Hein. Bon, aujourd'hui, ça a l'air hallucinant de dire ça. Mais le métaverse, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on se dit des trucs qui nous font peur et qui nous inquiètent, sauf qu'en fait, elles arrivent, on est en train de se poser la question si c'est judicieux ou pas. Moi, j'accepte aujourd'hui d'être une femme dans le métaverse. Ça ne peut pas m'arriver dans la réalité. Ou en tout cas, c'est plus compliqué. Donc, j'accepte aussi qu'on s'adresse comme moi différemment. Et puis, je peux être un homme ou une femme, mais je peux être autre chose. Je peux être un nuage, je peux être une voiture, je peux être un fleuve, je peux être une œuvre d'art, je peux être perçu différemment. Donc, c'est aussi la chance de se penser et de se présenter aux autres différemment. Et ça, c'est extraordinaire quand on le dit comme ça. C'est vrai. Non, ça fait penser que ça peut être un très beau exercice d'altérité, finalement, la réalité virtuelle. Et, non, c'est super. Et on peut se poser cette question. C'est-à-dire, on peut se dire aujourd'hui, pour voir le monde, est-ce que je n'ai pas intérêt d'être un nuage plutôt que de voyager en avion? Donc, aujourd'hui, on peut faire ça. Je vais prendre un exemple plus proche de nous par rapport à ce que je dis, mais il y a eu un projet il y a quelques années, un des projets pertinents de la réalité virtuelle, mais on va dire du métaverse, puisque avant qu'on appelle ça le métaverse, ça existait. Je dirais un petit peu plus après comment on peut voir le métaverse. Mais il y a une personne qui s'est posé la question par rapport aux zoos. Finalement, qu'est-ce que c'est un zoo? C'est un endroit où on capture quelque part des animaux et où on fait en sorte que des personnes viennent les visiter. Bon, je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que ce n'est pas souhaitable aujourd'hui de continuer à faire des zoos. Donc, on peut aller filmer des animaux une fois, on peut ramener ces images en 360, les mettre dans un zoo virtuel et avoir une expérience immersive pour rencontrer ces animaux. Il y a une sorte d'utilité à faire ça, il y a une sorte d'altérité à ne pas continuer de déranger ces animaux dans leur milieu naturel. Et l'expérience vécue est plus proche d'ailleurs de la visite. On va visiter ces animaux dans leur espace naturel et on ne va pas visiter les animaux ponctuellement dans un espace où ils sont gardés et duquel ils ne peuvent plus sortir. Voilà un exemple hyper concret et simple et qu'on peut tous comprendre. Et l'expérience d'être en face d'un tigre à 2 mètres, déjà, on ne peut pas la faire. Et la faire en réalité virtuelle, elle est suffisamment impactante sur nous pour qu'il y ait quelque chose qu'on ait eu l'impression de vivre. Et évidemment, d'un point de vue sociétal, ça nous suffit. Moi, ça me suffit de voir un tigre qui a été filmé une fois et vu peut-être des milliers de fois. En termes d'expérience, c'est tellement immersif. D'abord, je n'ai pas risqué ma vie. Ensuite, je n'ai pas dérangé le tigre 200 000 fois. Et puis, j'ai ce souvenir d'avoir été en face d'un tigre à 2 mètres, alors que c'était une caméra qui était en face du tigre. Donc, ça ne remplace pas. Mais pour moi, et peut-être pour 95% des populations, ça peut suffire. Donc, c'est un des exemples qui est facile à comprendre sur le fait que on ne va pas déranger ces animaux trop, on ne va pas les parquer, et puis on va arrêter de faire cette économie de zoo qui est absurde finalement. Donc, ça fait partie des choses qui sont… je prends l'exemple volontiers parce qu'il est assez marquant, mais on peut le multiplier en fait, cet exemple. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre les choses, ça veut juste dire, essayons de réfléchir à utiliser ce média, ce support, ces expériences d'une manière différente. Ah, super, merci. Non, je pense que c'était un très bon exemple, très, très concret.
Et pour rester encore sur ce terrain du concret, j'aimerais bien en fait enchaîner sur un autre sujet, c'est celui de la création. J'aimerais bien savoir un peu plus sur votre procès créatif dans la VR, sur votre quotidien. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Le process créatif, alors on va parler d'écriture, donc ça va te parler beaucoup plus, Mariana, puisque tu écris en VR et tu développes tes projets pour la VR grâce à l'écriture. Cette question d'écriture, c'est une des premières questions que nous sommes posées lorsqu'on a dû fabriquer, réaliser et concevoir des expériences pour la VR. Après, c'est des questions essentielles, mais il est évident que écrire une histoire, une narration, écrire une intention pour donner au final cette présence, ce sentiment de présence, cet acte de présence qui est très importante, ça ne se fait plus de la même manière que écrire des scénarios. Par exemple, si on parle de films, de filmographie, on n'écrit plus de la même manière pour la simple et bonne raison que travailler en 2D dans un cadre donné permet énormément de possibles, on va parler de travelling, de zoom, de hors-champ, de cadrage, on va parler de lumière, d'effets spéciaux, etc. En réalité virtuelle, l'exemple concret, en 360, lorsqu'on filme en 360, on voit tout, devant, au-dessus, à droite, à gauche, derrière, devant. Et donc, tout ce qui va être dans le champ visuel on en parle de sphère, de cette sphère, eh bien, donne lieu à être vu, à être exploré. On dit souvent que la personne qui va regarder le film est son propre réalisateur aussi, même si l'artiste ou le réalisateur a créé une œuvre, eh bien, le spectateur devient aussi son propre réalisateur puisqu'il peut choisir de regarder un élément ou un autre au moment où ça l'intéresse. Donc, il y a comme un jeu, comme une utilisation un petit peu d'essence pour pouvoir offrir des expériences aux utilisateurs. Alors, on parle de films, mais après, ça peut être des expériences immersives, interactives. On va être amené à utiliser les mains avec d'autres types d'appareils, des casques interactifs. Et dans ce cadre d'écriture, eh bien, on va mélanger d'autres connaissances qui viennent peut-être plus du jeu vidéo. On va parler de gameplay. On va parler comment on va susciter l'intérêt de l'utilisateur et du spectateur pour l'emmener dans une histoire, pour l'emmener et lui donner l'impression d'être et de faire partie de cette histoire. Et tous ces éléments font que écrire une œuvre ou écrire un objet en réalité virtuelle ne se fait plus du tout de la même manière et ça demande de l'exercice et de la connaissance. Et puis voilà, c'est assez différent. Chez Hervé, pour, on va dire, entrer dans ces modes d'écriture, on s'est posé des questions très concrètes et très réelles, en fait, de se dire, avant d'être immergé dans un objet, quel est cet objet, quel est le sujet, et puis comment la personne va entrer, comment elle va arriver dans ce sujet. Voilà, le casque, on ne vit pas dedans, à un moment donné, on va le mettre pour aller. Donc, quelle est cette transition? Comment on va mettre la personne en condition pour y aller? Qu'est-ce que la personne va vivre? Ça concerne tous ces modes d'écriture et de rendu dont on parle. Quel est l'environnement? D'ailleurs, pendant que la personne est en train de regarder le film, à quel endroit elle se situe? Comment elle est assise? Est-ce qu'elle est assise? Est-ce qu'elle est debout d'ailleurs? À quel endroit elle est? Quel est l'environnement dans lequel il serait bon qu'elle soit pour profiter au maximum de son expérience et justement pour être projetée dans la VR et en profiter au maximum. Et puis, comment, à la fin de cette expérience, elle va en sortir. Donc, cette trame, c'est une trame très réelle sur laquelle on s'est basé très tôt pour concevoir nos process de création. Et c'est ce que l'on fait toujours. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le slogan d'Hervé, c'est « Réalité virtuelle, expérience réelle ». C'est notre slogan. C'est-à-dire que ça reprend même quasiment notre trame. C'est-à-dire que le réel et l'expérience vécue est toujours au centre de nos créations, en tout cas de nos processus d'écriture. Voilà. Donc, il y a cette essence. Et ensuite, il y a cette trame. Et c'est ce qui donne, on va dire, corps à notre processus de création, en réalité virtuelle en tout cas. Mais c'est ce qu'on utilise. Cette trame, elle est valable aussi pour tous les autres types de technologies. Donc voilà, c'est notre trame de conception et de réalisation de nos projets.
Ah, super. J'ajouterais un élément qui est en lien avec la manière dont on voit en tout cas le métaverse, c'est que dans le processus de production, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il y a plutôt la manière dont on utilise des compétences qui sont connues, mais qui se transforment à l'occasion de ces projets. C'est assez extraordinaire de voir ce qu'est le métaverse d'un point de vue concret et technologique et un point de vue des connaissances et des compétences. C'est que les connaissances prises individuellement, filmées, on sait filmer. Faire de la production cinématographique, on sait faire de la production. Faire du jeu vidéo, on sait faire du jeu vidéo. Faire de la post-prod, on sait faire de la post-prod. Faire du son, on sait faire du son. J'ai envie de dire que quand on prend les choses séparément, on se dit que c'est la même chose. C'est le cas. La manière de les articuler et le cycle, il est différent. Et c'est presque, c'est encore une illustration de la même manière qu'on a connu Curta Brasilia, de la même manière qu'on a travaillé avec vous, qu'on revient bosser avec vous, qu'on a aidé à faire des œuvres, qu'on a transmis du savoir, c'est présent partout dès lors qu'il s'agit de réalité virtuelle. Et pour produire de la réalité virtuelle ou pour travailler dans le métaverse, on va dire ça comme ça, on utilise des compétences qui sont connues, sur lesquelles les personnes doivent avoir moins de freins. Il faut accepter d'avoir moins de freins. Il faut accepter d'aller explorer. On voyait en 2D, il faut comprendre qu'il faut voir en 360. On avait du son orienté et éventuellement stéréo, il faut avoir du son spatialisé. On avait, voilà, je peux multiplier les exemples comme ça. La 3D, le 3D Man avait l'habitude de faire ses textures dans son logiciel 3D, il va falloir qu'il apprenne à les faire ailleurs, dans Unity ou Unreal, etc. Donc, on transforme, à l'occasion de projets de réalité virtuelle, on transforme aussi la manière de travailler individuellement, et c'est ça qui est intéressant. On transforme probablement la manière de faire les œuvres, les projets, les discussions, et on transforme aussi la manière de produire. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais disons que les processus, il y a de l'écriture dans la création. Alors, on peut faire des choses spontanées aussi. Dans l'acte de création, on peut créer spontanément. On a des exemples aussi. Mais disons que les choses vont, c'est comme si on allait magnifier ce qui existe déjà, ou en tout cas le rendre, ajouter une dimension, quoi. Il y a ce côté un peu surprenant dans lesquels que ce soit les créateurs, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit peu importe, mais on a l'impression que les personnes, les projets se magnifient. C'est assez curieux, hein, mais ça existe. Donc, par contre, ça ne veut pas dire que le process de production est plus simple. Il est plus alambiqué, les technologies bougent beaucoup. C'est comme si je peignais avec de la peinture que je ne peux pas fixer sur ma toile, quoi. Donc, il y a un moment, voilà, ça devient… c'est compliqué, il faut que je fasse une photo de la chose. Là, il y a un peu de ça, sauf que nous, la toile, en fait, voilà, elle bouge sans arrêt, et puis à la fin, on devient la toile. Mais voilà, le processus, les compétences et les savoirs restent. Ce que ça crée ajoute une dimension, et le processus est un peu plus complexe, disons-le. Écrire ce que je vois, ce n'est pas la même chose que d'écrire tout ce que je peux voir. Tout à fait. Non, c'était super. Je crois que ce que vous avez dit a fait écho à tout ce que je vis dans mon quotidien. Je suis tout à fait d'accord. Et cette image de la toile qui bouge, c'est j'empathise beaucoup. Enfin, moi, je pensais plutôt à une route qu'on est en train de paver lorsqu'on roule sur cette route. C'est le même principe. Ouais, voilà. C'est vrai que notre quotidien est très défiant, mais aussi c'est de là que je prends les plaisirs personnellement, parce que c'est vrai qu'on travaille avec des équipes multidisciplinaires, et ça c'est super joli. On est tout le temps en train d'apprendre, et nous on dit chez Arvoré que 1 an en réalité virtuelle équivaut à 7 ans dans la vie tangible, parce que c'est vrai qu'on a cette impression qu'on vit énormément de choses, qu'on est tout le temps en train d'apprendre de nouvelles choses, et c'est très, très, très puissant. Et je pense qu'il faut avoir confiance dans cet aléa, parce que c'est un aléa, et a priori, on pourrait ne pas aimer ça, mais en tout cas, nous, la manière dont on l'a regardé, on s'est plutôt dit c'est une chance de faire des choses. Ça veut dire qu'on aboutit tout le temps. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire on n'a pas de projet qui reste en suspens. Il y a une espèce c'est assez vertueux dans l'excitation que ça crée, dans les idées que ça apporte et dans la capacité à réaliser la chose. Donc, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'on est dans des domaines qui sont en pointe, hein, quand même. Il faut qu'on fasse attention, qu'ils sont même un petit peu edgy, quoi. Ils sont en pointe. C'est pour ça que les artistes sont en pointe aussi, hein. C'est-à-dire que c'est des sujets, on n'a pas de frein à réaliser quelque chose. Donc, du coup, ça crée
ça crée des exemples, ça crée des capacités à faire, ça crée des réalisations. Et du coup, on est en train de faire une trace. Hein, c'est assez étonnant avec des projets qu'on est capable de réaliser. Donc, voilà, c'est une période assez excitante, en tout cas pour nous, pour la technologie certes, mais surtout pour les projets et les personnes qu'on emmène. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et bon, pour en finir peut-être, parce que même si c'est un très beau débat, bon, on est près de la fin. J'aimerais bien enchaîner sur les sujets du futur, de l'avenir. Donc là, on est en train de parler de nos quotidiens au présent. Mais on sait que la technologie de la VR, la technologie du métaverse, la réalité du métaverse, ce sont deux choses qui vont être plus prééminentes dans peut-être 5 ans, je sais pas, dans un futur proche. Et du coup, j'aimerais bien savoir quels sont pour vous les possibles, on peut spéculer un peu, hein, mais quelles sont pour vous les possibles conséquences du métaverse dans notre réalité tangible d'un futur proche? On est assez optimiste pour commencer. Enfin, je prends le premier élément, mais en reprenant un petit peu les différents éléments dont on a parlé, en fait, on est éminemment optimiste puisque, comme l'expliquait Guillaume tout à l'heure, en fait, on prend ce parti de regarder le monde à travers ce biais numérique. Est-ce que l'on pourrait tout numériser? C'est cette phrase que disait Guillaume. Est-ce qu'on pourrait tout mettre en VR? Et bien évidemment, non, il y a des sujets qui ne méritent pas d'être en VR, qu'on n'en a pas besoin ou en fait, ça ne servirait pas. Et en fait, c'est aussi le fait de regarder les choses comme ça, c'est très positif puisqu'en fait, l'avenir sera numérique, il sera plus numérique. Bien évidemment, il y aura des technologies, on aura des services, on aura des aides, on aura énormément de choses, mais l'expérience réelle et le réel et l'homme et l'humain restera toujours le centre des choses. Et donc, nous sommes assez optimiste par rapport à ce futur, même si, et je laisserai Guillaume conclure, même si l'avenir numérique est en pleine expansion et l'accélération des outils, des ordinateurs et des programmes permettent aujourd'hui des choses qui sont extrêmement ouvertes et ça, on est très heureux. Voilà. Oui, on pense, c'est vrai que nous, on est plutôt dans la manière qu'on a d'aborder ce thème, c'est de renforcer les interactions. Alors, de les multiplier probablement. Après, peut-être de renforcer les interactions qui sont importantes. Et les interactions importantes sont souvent celles du réel. Donc, c'est probablement avoir des interactions virtuelles. Alors, c'est compliqué d'y penser comme ça, mais c'est quand même ce qui est en train de se produire. Il y a des choses qui s'automatisent, il y a des interactions. On pourrait avoir, je ne veux pas faire peur, mais on pourrait avoir une multitude d'avatars qui travaillent pour nous. Mais quand je dis travail, c'est qui interagissent sur des actions qui ne nous intéressent pas trop. Donc, il peut y avoir, et avec l'intelligence artificielle dont on entend parler, la digitalisation des choses, on pourrait avoir ce phénomène d'automatisation ou d'automation, on le dit parfois comme ça en anglais, qui fait qu'il y a des choses de faible intensité ou de faible valeur qui sont automatisées. Je le dis comme ça nous arrive déjà. Aujourd'hui, une réponse automatique à un email, c'est quelque chose d'automatisé par quelqu'un qui parle en mon nom. Hein, donc, on le fait déjà. Mais on pourrait avoir des actions de la part d'avatars, nous, c'est ce qu'on pense, qui pourraient être faites, qui pourraient se créer. On pourrait se rencontrer de manière asynchrone. On pourrait vivre quelque chose et le vivre après. On pourrait avoir des salles de travail qui restent et qu'on pourrait rejoindre. On pourrait avoir un Curta Brasilia ouvert toute l'année et dans lequel on pourrait aller travailler et on ferait une expo 2 fois par an. Pourquoi pas? Ce que je veux dire, c'est qu'on peut probablement maintenir et créer d'autres interactions. Donc, c'est comme ça qu'on voit, nous, l'avenir, mais tout en se posant la question à chaque fois de est-ce que c'est pertinent ou pas et pourquoi de le faire dans le monde virtuel. Donc, sous-entendu, tout ce qui n'est pas pertinent nous permet d'identifier encore mieux la réalité. Donc, on a cette confiance, on a plutôt envie de se saisir du sujet pour travailler ensemble, se rencontrer davantage, plutôt que d'avoir une inquiétude sur ce que peut devenir ce sujet. Donc, il y a de manière un peu curieuse la volonté de vivre encore plus intensément le réel, pour nous en tout cas. Il faut aussi se rappeler que, tout à l'heure, j'évoquais le fait que on peut se transformer. On parle d'avatar parce qu'on a encore la volonté de se personnifier, mais je parlais d'être un nuage, je parlais d'autre chose. Je peux être une femme dans le monde virtuel. On peut s'adresser à moi comme à une femme en première intention.
les femmes peuvent devenir des hommes dans le monde virtuel. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un point de vue des biais cognitifs, on appelle ça comme ça, hein, c'est-à-dire que moi, si je discute avec Mariana, qui a des longs cheveux, qui est brésilienne, voilà, je ne m'adresse peut-être pas de la même manière à Damien Gir, qui est normand. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre approche du monde, dans notre approche des gens, parce qu'on peut se présenter aux autres d'une autre manière, on se donne aussi la chance d'échanger différemment. Ou en tout cas, d'avoir une approche différente des gens et des sujets. Et ça, c'est un thème qui est je pense qu'il est important aujourd'hui. Et donc, on peut se créer cette expérience et on peut vivre cette expérience. Et je pense que c'est intéressant à de nombreux égards. Donc, on peut être confiant là-dedans aussi, je crois, sur cette capacité à se transformer et à se voir et à voir les autres peut-être sur un autre angle. Donc, c'est vrai que nous, on a plutôt on n'a pas une inquiétude fondamentale vis-à-vis de toutes ces technologies. On a plutôt la volonté de s'interroger, de s'en saisir pour encore mieux vivre ce qui est réel et pourquoi pas adresser des choses en essayant de les maîtriser ou en se laissant aller, quand il s'agit de la culture et de l'art notamment, à des mondes ou à des pratiques qui seraient intéressantes, nouvelles, novatrices et excitantes, quoi. Donc, on est plutôt positif par rapport au sujet qu'on vient d'aborder ici. C'est super. Ça m'a interpellé votre vision sur justement comment la VR peut faire qu'on voit les mondes d'une façon moins binaire et je trouve ça très prometteur. Et du coup, j'aimerais enchaîner notre dernière question, malheureusement, sur justement les récits, les histoires du futur, on va dire comme ça. Quelles sont les histoires que vous pensez qu'on peut raconter dans les présents pour aider à construire un futur peut-être plus équitable, plus prometteur, plus positif? Typiquement, les relations humaines entre personnes qui nous permettent de se présenter différemment, on pense que c'est quelque chose qui est clé entre les peuples, entre les nations, entre les genres. Après, on peut l'exprimer comme on veut. On pense aussi que, je prenais l'exemple à dessein tout à l'heure des zoos, mais c'est vrai qu'on a des activités humaines aujourd'hui dont on peut se poser la question si elles sont encore pertinentes, légitimes, acceptables. Donc, je pense que c'est ça qu'on est en train d'explorer. Ça veut dire que je crois que faisons attention, le but, c'est pas de plus rien vivre et puis on n'a pas envie d'être parfait. Mais en tout cas, il y a certainement des choses qu'on peut expérimenter et des modes d'interaction qu'on peut aller explorer et qu'on pourrait améliorer ou dont on pourrait se passer. Et je crois qu'on est en train de creuser ces champs-là et de tracer ces possibilités avec ces mondes-là, quoi. Donc, ça paraît aujourd'hui un peu flou, mais imaginons que il y a quelques années, quand on parlait de l'Internet, on se demandait à quoi ça allait servir. Est-ce que c'est bien aujourd'hui ou mal d'avoir Internet? Je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est que ça a plutôt renforcé des interactions, ça a créé des liens. Peut-être qu'on y passe trop de temps. C'est ça que j'essaie de dire tout à l'heure quand je dis qu'on pourrait automatiser des choses. Il y a peut-être des choses qu'on n'a plus trop envie de faire et on a plutôt envie de rester avec ses amis, sa famille, ses copains ou aller voir des expos. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'on est en train de tracer. Et c'est de se donner la possibilité d'autres mondes. Et ben, c'est un petit peu comme lire un bouquin le soir, hein, où on se dit on est concentré à lire notre bouquin, notre tête est ailleurs et on vivra encore mieux notre réalité demain matin quand on se réveillera, quoi. Voilà, ça peut être ça le métaverse, hein. Ça peut être ces bouquins, ces mondes qu'on va visiter de temps en temps et qui vont nous nourrir et qui vont nous aider à explorer le réel encore mieux et peut-être avec notre imaginaire. Donc, c'est peut-être comparable à ça. Donc, c'est des choses qu'on connaît. Ah, super, j'adore l'exemple de la littérature. C'est vraiment super, merci. Damien, tu as peut-être un mot à dire là-dessus aussi? La conclusion de Guillaume était très belle. Moi, j'ai juste à vous remercier de nous avoir donné la parole et nous avoir écouté, hein, de notre vision. On a axé notre échange essentiellement, hein, sur le domaine culturel et de la filmographie, hein, bien sûr. En ouverture, on pourrait parler aussi de tous les champs des possibles économiques et technologiques qui pourraient aussi s'accompagner. Ce serait un débat encore plus long et encore plus ouvert avec aussi d'autres invités. Mais voilà, non, je pense que Guillaume a très bien conclu. Voilà, ça résume très bien notre discussion du jour. Super. Du coup, je vous remercie beaucoup pour participer à ce débat. Merci Anna pour l'invitation. Merci au Corte Brasilia.
Et j'espère bientôt dans un bar à Brasilia, sur toutes les dimensions du réel. La dimension du réel. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Anna?